Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Je suis ravie de vous retrouver pour vos éditions du week de la semaine. Tout de suite, les titres. De fortes pluies et des dégâts dans l'archipel de la Société, comme à Papara, où des établissements scolaires ont dû être fermés. Vigilance orange maintenue sur ces îles, on fait le point. 150 francs le ticket de bus, c'est une nouveauté actée pour lutter contre la vie chère et pour favoriser l'usage des transports en commun. Les précisions pour s'assurer de payer le bon prix, c'est à voir dans un instant. La continuité des soins pour les patients atteints du cancer est assurée. Les équipes du centre hospitalier du Taounais veulent rassurer après des débats qui se sont tenus jeudi à l'Assemblée. Nous irons dans la réalité du terrain, puis nous interrogerons le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, est avec nous. Elles sont 10 et elles briguent toute la couronne de Miss Tahiti. Les candidates ont été dévoilées ce matin aux médias. On vous les fait découvrir avec en prime la présence de notre reine de beauté actuelle, Temanava Domingo, est également parmi nous. Pluie diluvienne et dégâts en série ce week-end dans les îles de la Société. À Tahiti, Papara est particulièrement touché. Maisons inondées, routes coupées, écoles fermées. Retour sur cet épisode pluvieux et ses conséquences avec Davidson Bennett et Matayore. Réveil trompé pour les administrés de Papara ce matin. Selon Météo France, 60 mm de précipitations sont tombées cette nuit, de quoi pousser la Taharou et la rivière de Faina Tiaman à sortir de leur lit et inonder les maisons comme celle de Papahiliri, la deuxième fois en un an. À Faina, il y a des familles quand l'eau est partie. Mais vous me voyez avec, je presque nager dans la maison de Papahiliri. Alors j'ai demandé un peu aux familles qui sont dans le quartier. Et ça fait la deuxième fois. Deuxième fois, l'eau elle est partie carrément au pont. Au niveau du magasin Proxy, la chaussée est inondée. L'eau peine à s'évacuer et ralentit la circulation. Parce qu'il y a des cascades qui sont à hauteur. Dès que ça casse les cascades, le modèle c'est ça, ça va comme ça. Le pays, normalement c'est le pays, c'est à eux de faire tout ça. C'est dangereux, il y a des compteurs qui sont encastrés dans le mur. Il reste 10 cm pour que l'eau atteigne. Des intempéries qui ont poussé la mairie à ordonner aujourd'hui la fermeture des écoles maternelles et élémentaires de la commune. Le CJA de Papara et le collège de Papara sont également restés porte close. Et la vigilance orange pour forte pluie est maintenue sur l'archipel de la Société, à l'exception de Mopelia. Vigilance jaune, en revanche, sur une partie des Tuamotu. Prudence, évidemment, aux usagers de la route. Côté justice, la cour d'assises jugeait ce matin un homme accusé d'avoir voulu tuer son fils. Il aurait tenté de lui faire avaler un médicament mélangé à de l'alcool. Sans succès, il aurait ensuite tenté de l'étrangler. Le fils s'est débattu et a réussi à fuir l'appartement qu'il occupait avec son père pour demander de l'aide aux gendarmes. À noter, l'immeuble était un logement réservé aux militaires car l'accusé était lui-même gendarme. Le compte-rendu de Sam Teinaure. La mère du fils de l'accusé est venue assister au procès de son ancien compagnon. Ils s'étaient séparés peu de temps après la naissance de leur fils. Ce dernier a été balancé entre ses deux parents avant de vivre quelques années auprès des parents de sa mère. Il a ensuite passé ses dernières années auprès de son père et sa nouvelle compagne. La victime n'était pas présente ce matin à l'audience car elle s'est suicidée il y a 20 jours. C'est encore quelque chose à surmonter pour mon client qui déjà, avec tout ce qu'il a, les faits qu'il a commis, qui ne sont pas à contester. Je ne sais pas si vous avez ressenti ce matin, il accepte son sort, entre guillemets, et il reprend ses responsabilités. Voilà. Donc, là-dessus, on lui rajoute en plus le suicide de son fils. Il m'avait écrit le 12 avril, mais il se trouve que c'est le jour des obsèques, et sans trahir le secret, il me dit « Mais maître, moi je voudrais demander une permission exceptionnelle à monsieur l'avocat général pour me rendre aux obsèques, mais on n'a pas été informé à temps, malheureusement, pour qu'il puisse se rendre et rendre un dernier hommage à son fils et peut-être lui dire pardon même sur sa tombe, entre guillemets, mais il n'a pas pu malheureusement faire ça. La victime n'a pas expliqué son geste, mais selon les déclarations qu'il a faites durant ses auditions, il n'avait pas été accepté par la nouvelle compagne de son père. Il s'était mis à fumer du cannabis et surtout, son père lui avait dit qu'il était né d'un viol. Au moment des faits, son père avait tenté de le tuer et de se suicider.
Le procès a été programmé sur 3 jours, même si l'accusé reconnaît les faits. La question qui se pose aujourd'hui à la Cour est de savoir s'il avait toute sa tête lorsqu'il a tenté de tuer son fils. Quelques semaines avant les faits, la compagne de l'accusé l'avait quitté, emmenant avec elle leur fille. Il aurait alors sombré dans une dépression, il ne dormait plus, ne mangeait plus et avait été mis en arrêt maladie par son médecin. Demain, le procès se poursuivra avec l'audition d'autres témoins et surtout des experts psychologues et psychiatres. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et ces 2 faits divers en ce début de semaine. D'abord, un avion de la compagnie Air France a dû opérer un demi-tour ce matin alors qu'il faisait vol vers les États-Unis. À bord, un passager en évacuation sanitaire dont l'état de santé s'est dégradé. La personne est décédée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du décès. Et puis en fin de matinée, du côté de Veirao, un sexagénaire a été retrouvé mort à son domicile. Une mort naturelle, nous confirme-t-on. Après cela, une bonne nouvelle pour les usagers des bus. À partir du 26 mai, un tarif unique pour tous, 150 francs le trajet, peu importe l'itinéraire. Une mesure pour lutter contre la vie chère selon le ministère des Transports avec la possibilité d'acheter en ligne. Tous les détails avec Sophie Guébel. Fini les 70 tarifs existants depuis 2012. Les usagers des bus de Tahiti ne payeront désormais que 150 francs à compter du lundi 26 mai. Que vous partiez de la Presqu'île ou bien de Faa'a, le tarif sera le même pour tous. À la gare routière de Papeete ce matin, la nouvelle a été bien accueillie. 150 francs, c'est bien quand même qu'ils aient baissé, que c'est pas cher, quoi. Au moins, tout le monde pourra prendre le bus, quoi, moins cher. J'ai l'habitude de prendre le bus souvent, moi, vu que je suis de Punaoya. Et je paye 250 francs à peu près. Franchement, 100 francs d'économiser, c'est déjà ça. Des fois, ça peut monter aussi à 200, 250 en fonction des communes. Donc forcément, ça revient plus cher. Alors oui, c'est une bonne chose. Et même jusqu'à 450 francs pour un usager de Te Ahupu'o qui économisera donc désormais 300 francs sur son trajet. Cette révolution dans les transports en commun a été annoncée ce matin à la presse. Cette réforme, elle a pour vocation, bien entendu, à lutter contre la vie chère, mais elle a également pour vocation à lutter contre les inégalités et également elle s'inscrit dans le cadre de l'orientation stratégique du gouvernement en faveur de la décongestion des routes, puisque promouvoir le bus, c'est promouvoir un mode de transport alternatif à la voiture qui est plus capacitaire et qui met moins de voitures sur les routes. L'achat des tickets sera facilité par la mise en place d'une nouvelle application mobile et d'un nouveau site internet. Attention en revanche, un ticket acheté directement dans le bus sera facturé 200 francs. Ceci afin de dissuader ce mode d'achat et ainsi réduire le temps de parcours des transports en commun. À noter que la gratuité est maintenue pour les enfants de moins de 3 ans, les matahiapo, les étudiants et les personnes en situation de handicap. Retrouvez toutes les informations pratiques juste après ce journal sur notre site tntvnews.pf. Le suivi des malades du cancer remis en cause dans les débats politiques à l'Assemblée jeudi dernier. Avant de faire réagir en plateau le ministre, en se rendant dans le service d'oncologie de l'hôpital de Taoné, une immersion sur le terrain pour faire le point, c'est avec Nicolas Pérez. Avec plus de 800 nouveaux cas de cancer chaque année en Polynésie, le service oncologie de l'hôpital du Taoné ne désemplit pas. Il tient d'ailleurs à rassurer sur la continuité et la qualité de l'offre de soins mise en cause par 2 élus de l'Assemblée la semaine dernière. Puisque là, tu n'as fait que ta 2e cure de chimiothérapie. Et mercredi, la 3e. D'accord, très bien. Nous, on est là essentiellement pour rassurer sur le fait que la continuité des soins a été assurée, c'est-à-dire qu'on a continué à traiter, que ce soit en radiothérapie ou en chimiothérapie. Effectivement, une des principales plaintes vient du turnover, du fait que les médecins, que les patients vont avoir beaucoup de médecins référents qui vont se succéder. Et ça, dans la prise en charge, c'est évidemment difficile et ça, on le comprend complètement. On donne sa confiance à un médecin qui, malheureusement, va changer pratiquement tous les 6 mois. Un problème de ressources humaines qui s'additionne à l'insuffisance des locaux. Un redimensionnement du service est nécessaire. Il est déjà envisagé de longue date. Le déménagement sur un site de plus grande taille avec un espace plus important pour traiter nos patients est envisagé, mais plutôt à moyen terme. Car c'est ce nouvel espace qui doit accueillir le nouveau TEP-scan, un moyen de détection dernière génération qui permettra une meilleure prise en charge.
Alors oui, ça va beaucoup changer la vie et la prise en charge des patients. D'abord, on va pouvoir mieux identifier les risques au diagnostic et mieux guider la prise en charge des patients initialement. Ce TEP scan va fonctionner en l'absence de cyclotron, parce que ça on n'a pas, uniquement pour les cancers de la prostate. Complémentaire du TEP scan, le cyclotron permet d'accélérer des particules en spirale à très grande vitesse. De quoi aller plus loin pour détecter d'autres cancers que celui de la prostate, comme celui du sein, du poumon ou de la thyroïde. Une perte de chance pour les malades concernés, selon Inamoeura Morgan, qui maintient ses propos à l'Assemblée. J'ai jamais voulu critiquer les personnels soignants, c'est vraiment les moyens et le fait que ce ministre ait arrêté des projets. Alors est-ce que c'est parce que c'était l'ancien gouvernement? En tout cas, c'était pas financier, même s'il le dit, c'était pas une question d'études puisque les études avaient été faites, on attendait le permis de construire. Donc en ne donnant pas les moyens et les technologies dont devraient bénéficier nos Polynésiens, oui, ce ministre met à mal la vie de nos malades. C'est le site de Princesse Eyata qui devait d'abord accueillir les nouveaux appareils, avant que la nouvelle mandature décide de l'installer à la rotonde du CHPF. Si l'élu Tavini déplore ce choix, du côté du ministère de la Santé, pourtant, on explique justement que le projet initial aurait nécessité un délai beaucoup plus important. Le ministre de la Santé qui est justement avec nous ce soir, Cédric Mercadal, bonsoir. Bonsoir. Alors, pas de rupture dans la prise en charge des malades de cancer, surtout du côté du CHPF, également de votre ministère. Vous avez aussi tenu à répondre aux virulents propos tenus à l'Assemblée jeudi dernier. Je cite, « Vos actions et vos inactions tuent des gens », pour citer la représentante Inamoeura Morgan Cross. Un procès politique selon vous. Pourtant, il y a des malades derrière qui s'inquiètent. À eux, que leur dites-vous? Que les soins sont assurés. Que les soins ont toujours été assurés avec des professionnels de santé qui ont toujours été impliqués. Sérieusement, j'ai été choqué d'entendre les propos qui ont été tenus parce que la continuité du soin a été assurée depuis toujours, même dans des conditions très difficiles, même avec un turnover important des professionnels de santé. On a toujours assuré les soins et on s'est toujours battu à tous les niveaux pour faire en sorte que la machine continue à soigner les gens de la meilleure des façons parce qu'on a des soins de qualité dans notre pays et qu'il faut continuer à les faire. Ce qu'on vous reproche aujourd'hui, c'est l'abandon du projet de Princesse Eyata, par exemple. Pourquoi? Le projet de Princesse Eyata, il a été abandonné il y a 2 ans. J'ai eu à m'expliquer 3 fois en question orale à l'Assemblée. Il coûtait très cher et le projet final devait finir en 2030. J'ai pris une option qui devait finir en 2027. Voilà, ça va plus vite. Le bâtiment est déjà construit. Il y avait des plans initiaux qui avaient prévu déjà l'installation d'une bonne partie des équipements dans le bâtiment de la rotonde. Et donc, pour moi, il était plus cohérent d'avoir des travaux conformément qui sont dans les temps et puis d'installer un oncopole sur le CHPF parce que les soins sont effectués aussi au CHPF. On vous reproche aussi le retard dans la mise en fonctionnement du TEP scan. Là aussi, vous voulez rassurer. Complètement. On a livré le TEP scan en cours d'année dernière. Il devait être mis en fonction au début d'année. Pour des raisons de réglementation et de sûreté nucléaire, il fallait faire attention qu'on n'irradie pas plein de gens et il fallait avoir une garantie là-dessus. On a été obligé d'attendre le rapport de l'Agence nationale de la sécurité nucléaire. C'est surprenant d'attendre avant de demander une telle autorisation, enfin un tel rapport. Tout à fait. Et il y a eu un loupé dans les choses qui ont été faites. La date, moi j'étais très confiant pour qu'il soit au 1er janvier. Il sera mis en place en courant juin. Alors l'acquisition d'un cyclotron, on en parlait un peu plus tôt dans le reportage qui a précédé, l'acquisition d'un cyclotron était prévue, les financements étaient aussi prévus, pourtant il n'y a pas eu d'acquisition réalisée. Et là, qu'est-ce qui est prévu? Comment avez-vous utilisé ces fonds? Alors la convention État-pays initialement avait prévu l'acquisition d'un cyclotron. Or, quand je suis arrivé, on était en fin de convention et le cyclotron n'avait pas été acheté. C'est surtout qu'en plus, il n'était plus disponible dans le modèle où il était prévu. On a eu la possibilité, et on s'est entendu avec l'État, de pouvoir améliorer le TEP scan, qui est un vrai élément de diagnostic. On est passé de 3 lames qui vont mettre un certain temps à 6 lames, ce qui permet de couvrir une surface du corps beaucoup plus importante et de faire de meilleurs examens. Donc, avec l'argent, on est allé là-dessus. Puis, dans un deuxième temps, on s'est entendu avec l'État que dans la nouvelle convention État-pays, on achètera un nouveau cyclotron, plus performant, plus petit, et qui pourra venir s'installer au CHPF. Vous voulez avoir une date?
en courant d'année prochaine. Mais si la convention d'État pays ne devait pas avancer, on le financera avec le pays. La convention, elle est en cours de négociation? Elle est en cours de négociation actuellement. On comprend que cette situation, elle résulte quand même de choix politiques. Aujourd'hui, est-ce que vous les assumez, ces choix? Les choix politiques qui ont été faits, c'est d'être dans un timing qui est le même qui était prévu pour la mise en place d'un nouveau bâtiment sur un autre site. Et je précise que toutes les études n'avaient pas été faites, contrairement à ce qui peut être affirmé. Mais il faut avoir les dossiers en main pour pouvoir en parler. Et donc, je ne m'inquiète pas sur le fait de rentrer dans les temps. Et c'est l'objectif qu'on s'est fixé, de rentrer dans ces temps-là pour soigner nos populations au mieux. Vous étiez récemment à Paris dans le débat autour du remboursement de la dette nucléaire. Y a-t-il des avancées? On a beaucoup travaillé, on a eu des garanties qui ont été données, des travaux qui doivent donner de nouvelles listes de maladies à l'issue des rapports internationaux qui seront concrétisés. Et donc oui, il y a eu de vraies avancées sur la partie des maladies radio-induites, ainsi que sur une analyse qui sera faite en commun entre l'État et le pays sur l'identification de la dette de la CPS aussi. Je suivrai ça avec attention. On parle de cancérologie. Le cancer des poumons fait partie des plus meurtriers. Dans votre ligne de mire, les produits du tabac et du vapotage, il y a une première modification fiscale qui a été effectuée. Vous allez aujourd'hui renforcer les règles de commercialisation de ces produits, y compris du vapotage. Ça passe par exemple par l'interdiction de vente de type puff aux mineurs, l'instauration de la mise en place d'un paquet neutre dès 2029, la prise en charge des substituts nicotiniques pour le sevrage tabagique et l'interdiction aussi de fumer dans les bars et restos, y compris sur les terrasses. Tout à fait. On a décidé d'attaquer. La réglementation n'a pas évolué depuis 2009. Le nombre de fumeurs est toujours de 37,5% depuis 1995 et il n'a pas évolué. Et on se rend compte aujourd'hui que 57% de nos enfants de moins de 16 ans ont déjà touché à la vapote. Légalement en plus. Légalement en plus. Pas de réglementation sur la vapote, on va remédier à ça et on va intervenir dessus. Dans un deuxième temps, on va attaquer le système de la commercialisation parce qu'on n'avait pas agi dessus. Donc, plus d'affichage des paquets en visuel et puis bientôt le paquet neutre en 2029. Et on en parlait un peu plus tôt, mais l'alcool, ce sera dans un second temps, peut-être un peu plus tard? L'alcool dans un second temps, bien sûr, mais la priorité était d'agir sur un endroit où il n'y avait pas de réglementation. La vapote n'avait pas de réglementation. Aujourd'hui, elle en a une. Il y aura des licences de vente et des licences d'importation et des interdictions sur la puff. Rapidement, on voit passer sur les réseaux sociaux et autres vecteurs d'information des offres d'emploi dans la santé. Récemment, plusieurs offres pour les marquises, même si on le sait, la situation est tendue dans tous les archipels. Selon nos informations, on cause les textes et notamment le statut de la Polynésie qui empêche de rendre attractifs ces postes. Comment y remédier rapidement, sérieusement, maintenant? Nous sommes en train de changer les statuts des établissements publics de santé pour rendre plus attractifs nos établissements publics, nos établissements, nos hôpitaux. Et un statut de la santé publique sera en travaux très rapidement. Et on est déjà à pied d'œuvre puisqu'on travaille avec les syndicats dessus. Et si je ne me trompe pas, on connaîtra également bientôt le nouveau directeur de la santé au Conseil des ministres de mercredi. Tout à fait. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Chaque année, on se pose la question, qui sera notre nouvelle ambassadrice de beauté? Une chose est sûre, elle fait partie des 10 candidates révélées ce matin aux médias et à la population. Quelques modifications sont à noter dans l'organisation et les critères de sélection. Naya Bennett et Tawhiti Tonia Moussa nous les présentent. Qui succédera à Timanava Domingo Miss Haiti 2024? Réponse le 27 juin dans les jardins de la mairie de Pirée et non dans ceux de la mairie de Papeete qui est en rénovation. Changement de lieu donc cette année et changement également au niveau de la limite d'âge. On a voulu faire évoluer un peu parce que Miss France a fait évoluer son règlement et qu'eux n'ont plus du tout de limite d'âge. Donc qu'on ait 40, 50 ans, on peut encore se présenter à Miss France. Alors nous, on n'a pas été jusque-là dans le sens où j'estime qu'après 30 ans, les jeunes filles quand même ont des obligations personnelles et professionnelles puisqu'elles sont souvent engagées au niveau de leur travail ou peut-être qu'elles décident de fonder une famille, donc certaines peuvent avoir des enfants. Enfin en tout cas, notre vie personnelle et professionnelle évolue avec l'âge aussi. Donc on a souhaité quand même limiter à 30 ans. Depuis aujourd'hui, les votes du public par SMS sont ouverts. Ils compteront pour 20% de la note finale. La note de culture générale comptera pour 10%. Le grand oral et la soirée d'élection vaudront respectivement 40% et 30% de la note. Certaines des participantes font leur premier pas dans une élection de beauté. Pour d'autres, c'est une étape supplémentaire.
Je me suis candidatée à l'élection de Miss Arouet, où je suis devenue première dauphine et je me suis dit, allez, il faut le faire, il faut aller et il faut essayer de décrocher l'étape juste au-dessus, Miss Tahiti. Avant le grand soir de l'élection qui aura pour thème Time Machine, les candidates se retrouveront pour le gala Miss Tahiti 2025 le 31 mai, qui aura pour thème, lui, Rima'i, le savoir-faire polynésien. Et avant de connaître la nouvelle ambassadrice, on profite encore un peu de notre reine de beauté de l'année 2024, Temanava Domingo. Yorana. Alors, encore un beau cru cette année à Miss Tahiti, encore les premières images. Est-ce votre avis aussi? Ah oui, elles sont magnifiques. J'ai eu la chance de discuter avec elles et de partager quelques ateliers avec elles et elles ont également de très très belles personnalités. Est-ce que vous avez un conseil aux candidates pour se démarquer des concurrentes? Oui, et c'est le conseil que je me suis donné en commençant justement cette aventure Miss Tahiti, c'est d'oser se révéler, d'oser être soi-même. Voilà, l'authenticité pour moi, c'est ce qui touche les cœurs et pour moi, ça reste le conseil le plus important pour elles, pour cette aventure, mais aussi pour leur vie. Ouais. Et rester authentique lorsqu'on est exposé du jour au lendemain comme ça face aux médias, comment y arriver? C'est pas évident parce qu'on pense qu'on doit être parfaite, qu'on doit correspondre à un modèle et c'est justement là le secret, c'est d'oser s'amuser, de pas trop se prendre au sérieux, mais quand même de garder cette posture de candidate à Miss Tahiti. Vous avez un modèle de perfection? Je pense qu'avant j'étais quelqu'un de très exigeante avec moi-même et j'ai appris justement avec Miss Tahiti à être plus bienveillante, être davantage bienveillante avec moi-même. Ouais. Cette année, le comité... le Miss Tahiti, c'est l'ambassadrice d'un peuple, d'une culture et d'une langue. Je m'excuse parce que c'est une question très importante. Parler tahitien, est-ce que ça peut faire la différence? Oui, et je pense que parler tahitien, ça peut faire la différence en tant que Miss, mais aussi pour la jeunesse, c'est d'inspirer justement la jeunesse à oser parler sa langue. C'est vrai que moi, je comprends le tahitien, je parle le tahitien avec ma famille, mais j'ose pas encore m'exprimer en public parce que c'est pas parfait justement. Mais je pense que c'est important d'oser. Et moi, mon objectif, c'est de faire un VA un jour. Donc, je vais m'entraîner, je vais continuer à parler tahitien. Et oui, je pense que une Miss Tahiti qui parle sa langue, c'est inspirant. En tout cas, on espère vous retrouver sur le plateau du VA et comme des JT. Le comité Miss Tahiti a modifié les critères pour le choix des candidates. On voit d'ailleurs des candidates de plus de 25 ans. Elles sont 4, l'une a même 30 ans. Pourquoi ce choix? Je pense que c'est tout à fait cohérent avec la nouveauté dans le règlement de la Société Miss France. Et puis... cette promotion, alors on retrouve des jeunes femmes de 18 ans, des jeunes femmes de 24 ans, de 30 ans. Et puis comme l'a dit notre Miss France, il n'est jamais trop tard. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Ces jeunes femmes ont toutes de très belles personnalités. Et je pense qu'il ne faut pas trop se limiter à l'âge. Donc j'invite tous les Polynésiens à les découvrir. Vous parlez de votre expérience sur le plan national. Miss Tahiti, c'est aussi notre ambassadrice par-delà nos frontières, notre représentante en tout cas, le comité, l'organisation. Vous-même, est-ce que vous pensez déjà à l'élection nationale lorsque vous guidez les candidates? Je pense que le fait d'avoir vécu Miss France, forcément, je repère les filles qui ont le potentiel, mais le plus important reste quand même d'être une ambassadrice de la Polynésie. Et voilà, après, les choses évolueront. Mais chaque chose en son temps, d'abord, c'est l'ambassadrice, c'est Miss Tahiti. Et après, notre Miss Tahiti va nous représenter à Miss France. Et voilà, il y a des petites choses à voir, mais ça se fera dans un second temps. Vous parlez de repérer le potentiel. Vous avez déjà identifié des candidates, une ou deux candidates qui ont le potentiel? Ah, ça, c'est un secret que je garde bien pour moi. Et on verra le soir de l'élection au couronnement. La Miss de la Polynésie, c'est vous et ce sera vous jusqu'à la grande soirée du 27 juin. De quelle manière pensez-vous avoir marqué le cœur des Polynésiens? Ah ben, justement, j'espère que c'est justement ce que j'ai fait avec le cœur qui les a marqués. C'est la première chose que je voulais mettre en avant. Alors oui, c'est un concours de beauté, mais ma grand-mère m'a toujours appris que la beauté, elle venait aussi de l'intérieur. C'est une question de valeur, de bienveillance, de partage et d'authenticité. Et j'espère que c'est ça qui les a marqués. J'espère que ça les a également inspirés à eux aussi voir cette beauté-là en chacun et de ne pas que se limiter au physique. C'est une définition qui résonne à notre époque. Et les Polynésiens, comment vous ont-ils marqué, vous? Waouh, c'est grâce à eux que je suis là ce soir.
et je serai toujours reconnaissante. Et ils m'ont aidé à ouvrir cette porte et je compte bien les emmener avec moi pour la suite. Ils restent avec moi. Ouais, ce sera le mot de fin. Merci Temanava Domingo d'avoir accepté notre invitation ce soir. Maruro. Certaines veulent décrocher la couronne, d'autres un premier emploi. Des professionnels du tourisme ont participé au 4e job dating de l'école hôtelière de Tahiti. Pour les élèves de cette école, un seul objectif, convaincre les recruteurs de leur faire une offre d'emploi. Thomas Chabrol, Mériteato. CV et lettres de motivation bien travaillées, 70 étudiants de l'école hôtelière, tous en fin de cursus, se préparent pour intégrer le monde du travail. Mais avant de décrocher un emploi, il y a l'épreuve de l'entretien. J'en ai rencontré 4. Voilà, j'ai eu 4 entretiens. Ça s'est très bien passé. Je me suis sentie en confiance. Ce job dating est une étape essentielle pour vendre ses qualités et sa motivation devant les employeurs. Dans le secteur du tourisme, le développement des compagnies aériennes et maritimes offre des perspectives d'emploi pour ses étudiants. Sur la Ranui 5, en tout, on est 200. On va en recruter forcément pareil pour le 2e navire. Donc oui, aujourd'hui, on est à la recherche de talents. Ces jumeaux rêvent d'évasion et pourquoi pas à travers un premier emploi. Moi, j'ai toujours rêvé de travailler sur un bateau, surtout c'est un bateau luxe, on a dit c'est 5 étoiles, mais ça change que de travailler sur terre. Les étudiants du cursus restauration le savent, le métier est exigeant, mais des carrières sont à construire même en débutant en bas de l'échelle. Ce directeur de restaurant, par exemple, cherche du personnel pour son établissement. On envisage d'embaucher certainement quelques personnes, oui, et peut-être partir sur un premier temps sur des petits extras qui va nous permettre justement de voir sur du long terme justement si la personne est apte à répondre aux attentes de l'entreprise, tout simplement. Ce 4e job dating de l'école hôtelière est un rendez-vous important à la fois pour les étudiants et les entreprises en quête de nouvelles recrues. À Bora Bora, un hôtel propose pas moins de 90 postes cette année. Voilà, et à partir de ce soir, TNTV accueille un nouveau rendez-vous sur le sport et le bien-être. C'est dans quelques instants. Puis votre série Clem revient avec de nouveaux épisodes et enfin un nouveau numéro d'enquête exclusive. Agréable soirée à tous. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.